Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, je suis avec l'ami Kerr. Comment ça va mon cher Kerr? Ça va très bien. Bonjour à tous. Du coup, l'ami Kerr, eh bien j'ai envie de dire c'est les news. Et bon, on commence par les tiennes. Et quelle est ta première news mon cher Kerr? Eh ben, mes news seront très chaudes car on enregistre au pic vraiment de la canicule et il fait plus de 35 degrés dans mon bureau, donc ça va vraiment être de la news très chaude. Et je vais commencer par une news qui est encore un petit peu incomplète, on va dire. C'est l'annonce d'un accord historique entre AMC et Universal. Un accord qui pourrait bouleverser l'industrie cinématographique dans son ensemble et qui fait énormément réagir depuis que cet accord a été trouvé. Je vous explique en gros l'accord. Jusqu'à présent aux États-Unis, il fallait 90 jours entre la sortie d'un film et son arrivée sur la plateforme de VOD. Il y a eu une énorme embrouille pendant le confinement entre AMC, qui est donc une chaîne de cinéma avec plus de 8000 écrans aux États-Unis, qui est le leader américain, et Universal Studios. Pourquoi? Parce qu'Universal avait sorti un de ses films prévus au cinéma directement en VOD. AMC avait dit plus jamais de notre vie nous sortirons des films Universal, on va vous boycotter jusqu'à la fin des temps. Bien évidemment, personne n'y a cru. Et derrière, il y a eu des négociations. Et de ces négociations sont tombés un accord qui est extrêmement impressionnant, puisque AMC autorise que Universal sorte ses films 17 jours après leur sortie ciné en VOD. Alors l'accord peut vraiment surprendre, parce qu'on passe de 3 mois à 17 jours pour l'instant uniquement sur les films Universal. C'est pour ça qu'il y a énormément de zones d'ombre autour de cet accord. AMC devrait récupérer une partie des recettes VOD. Les VOD doivent être vendus à 19 $ aux États-Unis, valable 48 heures. Mais l'industrie est en train de criser. Il y a énormément d'inquiétudes. Alors, du côté de AMC et d'Universal, on est content parce qu'on estime que ça va rebooster l'industrie cinématographique. Que du côté de AMC, on fait un pari qui est très risqué, qui est de celui de dire on met les films en salle moins longtemps, du coup on libère de la place pour d'autres films et on envisage que les studios vont en produire davantage. Ça, c'est la version officielle d'AMC. C'est aussi une manière de se protéger en cas de crise, comme on a vécu avec le coronavirus dans les années à venir. Mais par contre, au niveau de l'industrie, on est extrêmement inquiet. Si c'est généralisé à l'ensemble des studios, par exemple, eh ben, on peut imaginer que énormément de salles américaines vont fermer. Donc je pense que cette news est extrêmement intéressante et à suivre. D'ailleurs, il y a un article en date du 30 juillet sur Variety qui est très long et très intéressant, et où en fait ils expliquent que cet accord-là fait partie des dates les plus importantes de l'histoire du cinéma américain. Ils citent l'arrivée du cinéma donc avec son et couleur. Ils citent l'arrivée des Dents de la Mer, qui a été le premier blockbuster et qui a ouvert les portes à énormément de choses dans les années qui ont suivi, les décennies qui ont suivi. Et puis ils citent cet accord. Donc à mon avis, on va en entendre énormément parler. Est-ce que tu veux, toi, réagir? Est-ce que tu es étonné à cette annonce? Étonné, oui, parce qu'on se souvient que AMC avait dit qu'il mettait la pression au studio de cinéma. Pression qui a visiblement été très faible. Pour réagir, moi je trouve ça chouette parce que c'est génial pour les spectateurs. Après, il ne faut pas s'attendre à le voir arriver demain en France parce que c'est la loi qui impose la chronologie des médias chez nous, c'est pas juste un deal. Mais par contre, aux États-Unis, le fait que ce soit comme ça, je pense que c'est vraiment bien pour les spectateurs américains parce que ça leur permet d'avoir le choix, de se dire est-ce que j'ai envie de le voir en day one en salle ou est-ce que moi je suis plutôt du genre à aller voir ça tranquillou à la maison dans mon salon. Le truc qui, à mon avis, pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, les Américains ont réfléchi au marché américain et c'est tout, parce que ça veut dire que le film va apparaître partout piraté 17 jours après la sortie aux US. C'est un Ouais. petit peu inquiétant pour les salles dans le reste du monde. Alors au niveau international, il y a eu beaucoup de réactions à cette annonce, et elles sont massivement négatives, et il va y avoir des recours très probables contre cette mesure. Mais si elle est validée, si elle est généralisée à d'autres studios, il va y avoir énormément de conséquences. Voilà, à toi pour ta news. Casa de Papel pour une saison 5. Et oui, la saison 5 a été annoncée. Il n'y aura pas de saison 6. C'est une confirmation de Netflix. Et le tournage va bientôt démarrer au Danemark, puis en Espagne et au Portugal.
pour vous donner des petites chips pour rêver un petit peu à ce que pourrait être cette saison 5. À toi, mon cher Kier. Alors moi je vais vous parler du feuilleton Tenet qui n'en finit plus mais qui a peut-être trouvé sa conclusion, le film de Christopher Nolan qui était prévu dans un premier temps pour juillet puis qui a été repoussé avec beaucoup de rumeurs sur le fait que finalement il pourrait ne pas sortir avant l'automne, voire après la présidentielle américaine. Si présidentielle américaine il y a énormément de si dans tout ça. Finalement, Tenet sortira en France le 26 août, ça a été confirmé par la Warner. En fait, la Warner Monde hésitait énormément à sortir le film à l'international et puis réfléchissait à plusieurs scénarios possibles pour la sortie Tenet aux États-Unis, qui est le marché qui les intéresse le plus. Et en fait, pour l'instant, ce qu'ils semblent avoir décidé, c'est une sortie le 3 septembre aux USA dans un certain nombre de villes limitées parce que, bien évidemment, lié à la crise du Covid. Donc, Tenet le 3 septembre un peu aux US, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le 26 août, dans énormément de pays et surprise, j'ai envie de dire cerise sur le gâteau pour Nolan, la sortie de Tenet en Chine a été validée, bien que le film dure plus de temps que ne devrait durer un film pour être autorisé en Chine. Ça a été validé malgré cela, et c'est important pour Nolan, puisque ces films marchent bien en Chine. Donc Tenet sortira aussi en Chine. Par contre, au moment où on enregistre sa vidéo, on n'a pas la date de sortie. J'ai envie de dire, on s'en fout, au moins on le sait en France, le 26 août pour Nolan. Et ça va faire du bien au cinéma français qui sont en énorme situation de crise. D'ailleurs, par exemple, le Grand Rex a annoncé sa fermeture pour le mois d'août. Et il y a énormément de cinémas qui ont perdu jusqu'à 80% de leur nombre d'entrées par rapport à l'année dernière au même moment. C'est vraiment inquiétant pour les cinémas français. D'ailleurs, on a une pensée pour eux. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette annonce, Tom Cruise va tourner dans l'espace et plus précisément dans la Station Spatiale Internationale. Alors, il y a eu plus d'informations sur le film. Le premier, c'est le scénariste, qui est donc Christopher McQuarrie, qui était donc l'ancien réalisateur et auteur des derniers Missions Impossibles. Et il y a Doug Liman, qui était notamment le réalisateur sur Edge of Tomorrow, donc deux personnes que connaît bien Tom Cruise, qui lui donc sera à la réalisation. Il y a eu, d'après une news qui est tombée aux États-Unis, en fait, il y aurait eu un petit leak lors d'un appel Zoom sur le budget du film, et en fait, il y aurait un budget qui serait annoncé de 200 millions de dollars, donc ça a l'air d'être du vraiment fat. Edge of Tomorrow, j'avais adoré, j'aime beaucoup le scénario des derniers Missions Impossibles. Je continue de penser que Tom Cruise est un action hero qui est assez irréprochable au cinéma. En ville, j'en sais rien. Et donc vraiment un projet de film qui me botte énormément, et un projet de film pour faire écho à la news dont tu parlais tout à l'heure, qui moi me donne envie d'aller le voir au ciné. À toi, mon cher Kier. Ouais, et c'est fait avec la NASA, quand même, ce film. Donc, il y a eu, par exemple, des tweets de la NASA sur l'annonce du film avec Tom Cruise. Alors moi, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec Tom Cruise, ni l'espace, ni la NASA. Je vais vous parler de The Witcher. The Witcher qui est devenu donc une série, vous le savez, sur Netflix, d'une qualité, on va dire, discutable, mais qui a été un énorme succès pour la plateforme. Et du coup, Netflix a décidé d'en faire un sacré gagne-pain. Puisqu'après avoir... donc ils ont annoncé il y a peu de temps déjà une série animée qui s'appelle Nightmare of the Wolf, qui est donc une série qui sera produite notamment par la showrunneuse de la série, Lauren Eastrich, avec Beau Desmaillots à l'écriture. Et ils se sont dit, allons-y, faisons également une série télé en plus, donc une série préquelle qui va se dérouler 1200 ans avant les aventures de Geralt de Rive. Ça s'appelle The Witcher Blood Origins. C'est une mini-série de 6 épisodes où on suivra le premier des sorceleurs. Alors si vous connaissez la chronologie de l'univers de The Witcher, vous avez probablement avalé votre langue et vous êtes par terre en PLS, parce que visiblement la série Netflix ne respecte absolument pas la chronologie de l'univers du sorceleur de Sapkowski. Mais enfin, voilà, il y a donc une série
la saison 2 n'est pas encore sortie, mais il y a déjà une série préquelle plus une série animée. Ça fait déjà beaucoup de The Witcher, je trouve. Hein. T'en penses quoi, toi, de cette annonce? Ça te hype ou... Bah, en soi, ça me hyperait s'il n'y avait pas des erreurs de chronologie autour, quoi. En vrai. En vrai, on aurait envie de regarder plus de choses de The Witcher. Le problème, c'est que là, ça a l'air d'être annoncé de manière assez catastrophique. Bah oui, oui. Et puis, moi, j'attends vraiment une bonne saison 2 de The Witcher avant de m'emballer et de dire, ok, je vous suis sur d'autres projets. Parce que si c'est juste pour, voilà, on a la franchise qui marche bien, on fait plein de projets autour, mais ça reste d'une qualité moyenne, bah, ça va pas m'emballer plus que ça, hein, honnêtement. Et pourtant, je suis un immense fan de The Witcher, toi aussi, mais les livres. Et on aimerait bien que la série puisse faire honneur au bouquin. Et pas besoin pour ça d'aller faire série animée, série préquelle, série séquelle, etc. etc. Des crossovers avec la Casa des Papel à n'en plus finir. Non, faites juste un truc hyper quali sur la série classique. C'est déjà tout ce qu'on vous demande. Voilà pour mon avis là-dessus. À toi pour une autre news. Alors une news qui est pas vraiment une news, mais qui est une news. En fait, j'avais envie de vous en parler. C'est Tarantino qui a annoncé quel était son top 11 de l'histoire du cinéma. Et je trouvais ça marrant de vous en parler. Son numéro 1, je vais vous le faire à l'envers. Je vais vous le faire du numéro 11, mais je vais aller très vite. C'est Les Dents de la Mer, Five Graves to Cairo, oui, j'ai les noms en anglais, pardon. Les Unfaithful Years, Carrie, Pandora's Box, Five Fingers of Death, His Girl's Friday, Taxi Driver, Blowout, Rio Bravo, et en numéro 1, Le Bon, la Brute et le Méchant. Donc, un top 11 qui ressemble effectivement beaucoup à notre ami Tarantino. J'enchaîne avec... Tu veux réagir peut-être à ce petit top, mon cher Kerr? Un top 11, pourquoi pas. Il a juste pas précisé qui joue dans les buts. À toi. Du coup, j'enchaîne par une news qui est toute petite mais qui fera plaisir aux fans de Denis Villeneuve. Eh bien, il y a la première bande-annonce de Dune qui va sortir mi-août. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, tout simplement parce que les cinémas veulent nous amener au cinéma. Et en fait, il va y avoir de nouveau des films, notamment Inception, donc des vieux films qui vont être rediffusés au cinéma dans des versions légèrement modifiées. Et ils auront en début, enfin avant pré-séance, des publicités de prochains projets, de nouveaux trailers, comme par exemple le trailer de Dune. Alors pour ceux que ça intéresse, il y aura notamment un nouveau trailer de Wonder Woman 1984 et visiblement pas loin de 4 minutes de Tenet qui seront diffusées également avant Inception. Voilà, donc petite news Dune, à toi mon cher Kerr. Alors moi je veux juste réagir sur le casting de Dune quand même parce qu'on en a Qui pas est énormément parlé. incroyable. Il est dingue. Donc c'est Timothée Chalamet, donc le franco-américain qui jouera Paul Atreides, donc le héros de Dune. Son père, le duc Leto, sera joué par Oscar Isaac, qu'on a vu dans Star Wars, qu'on a vu dans plein d'autres choses, excellent acteur. Gurney Halleck sera joué par Josh Brolin. Dans les personnages vraiment importants du bouquin. On a Duncan Idaho qui sera joué par Jason Momoa, donc Aquaman. Shani sera joué par Zendaya, donc l'actrice de Euphoria, qui moi aujourd'hui je considère vraiment comme une des actrices les plus en devenir. Elle a un talent fou, cette actrice. La mère de Paul, donc Jessica, sera jouée par Rebecca Ferguson, qu'on avait vu dans Mission Impossible. On a également Stellan Skarsgård qui joue dedans, Javier Bardem qui va jouer Stilgard. On a Charlotte Rampling qui est également de la partie. Enfin, il y a un casting, Dave Bautista aussi. Enfin, vraiment, vraiment, le casting de Dune est très très lourd, je trouve. Et j'ai très très hâte de le voir. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont en croissance. Moi, Timothée Chalamet, je pense que il a vraiment la possibilité de devenir un grand acteur à Hollywood, on verra. J'enchaîne avec des petites news. Alors, juste Oui. un petit truc quand même sur le Josh Brolin en Gurney Halleck. Moi, j'ai hâte de voir sa performance. Vraiment. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est et Oscar Isaac aussi. En fait, les personnages sont excellents. Ils ont choisi d'excellents acteurs, un excellent réalisateur.
Oh là, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir ce film. Je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment le film que j'attends le plus de 2020, sans aucun doute, quoi. C'est le film que j'attends le plus de 2023, tout à fait. S'il n'y a pas encore autant de reports qu'il y en a à l'heure actuelle. J'enchaîne du coup par une news du côté des séries. Eh bien, oui, parce qu'il faut s'en mettre aussi un petit peu sous la dent. Et du côté de Disney+, vous le savez, il y a Obi-Wan Kenobi qui est en avance, qui est toujours en pré-production. Et il serait commencé le casting de Luke et Leia. Alors, pour être précis, ils n'ont pas annoncé le casting de Luke et Leia, mais ils ont fait des demandes de casting d'acteurs qui ont exactement les âges qu'aurait Luke et Leia, avec une description qui a l'air de lui correspondre. Donc on peut imaginer que c'est le cas. Voilà, la série qui, à mon avis, en est quand même pas si avancée. On rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, ils expliquaient qu'ils en étaient aux entraînements de sabre laser. Je pense qu'ils vont pas prendre leur caméra demain. Une autre news du côté des séries, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a une série qui a été annoncée en 2017 sur Judge Dredd et évidemment on n'en a plus entendu parler et le président de la société qui s'occupe de produire la série vient juste d'en reparler dans une interview et cette série s'appellera Mega City One et il essayerait de ramener à la fois au cast, donc dans les participants, on suppose que ce ne sera pas en rôle principal, mais de ramener dans le casting à la fois Karl Urban, qui a donc fait le dernier Judge Dredd au cinéma, mais également Sylvester Stallone, qui avait fait la précédente incarnation de Judge Dredd. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de Judge Dredd, mais en tout cas, on peut louer le fait que Rebellion, donc la société de production, essaye de rassembler un petit peu tout ce qui a fait le lore cinématographique de l'ami Judge Dredd. Moi, je vais vous parler de The Walking Dead. On en sait plus sur l'avenir de la série zombiesque. Avec déjà une info importante, le dernier épisode de la saison 10, l'épisode 16, qui n'avait pas pu être diffusé à cause du Covid, puisque en fait la post-prod n'avait pas été terminée. Et ben cet épisode 16 sera diffusé le 4 octobre sur AMC, donc le 5 octobre sur OCS en France. Il sera suivi aux États-Unis immédiatement par le pilote de la nouvelle série spin-off World Beyond, donc qui est une série The Walking Dead sur des ados, et qui elle ne sera pas diffusée sur OCS mais sur Amazon Prime dès le lendemain, le 5. Et le 11, donc la semaine d'après, il n'y aura pas de The Walking Dead début de saison 11, comme on peut s'y attendre pour un mois d'octobre classique. Non, ça sera Fear the Walking Dead à la place, la saison 6. Une saison 6 qui a été teasée comme très différente de toutes les autres, plutôt un peu anthologique, où on suivra les différents personnages d'épisode en épisode. Enfin, Fear est sacrément chelou, donc elle continue de l'être. Et ça sera suivi donc également du deuxième épisode de World Beyond. Alors vous allez me dire, mais et The Walking Dead saison 11 dans tout ça? Eh ben elle est repoussée. Elle est repoussée de quasiment un an, puisqu'elle ne devrait logiquement commencer qu'à l'automne 2021. Mais je sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ils ont annoncé que 6 épisodes additionnels de la saison 10 allaient être diffusés au courant de l'année 2021, des épisodes qui vont s'insérer entre des épisodes déjà diffusés, qui on peut imaginer sur différents personnages. Donc voilà, beaucoup de mystères autour de The Walking Dead en série, mais en tout cas ça continue. Il y aura bientôt donc 3 séries The Walking Dead en cours, et ils ont également dit que les films tous passaient bien, que c'était toujours prévu avec une sortie au cinéma et le retour de Rick, donc mais cette fois sur grand écran. J'enchaîne avec une news suivante pour vous parler de la saison 2 de His Dark Materials, la série BBC HBO, donc l'adaptation de À la croisée des mondes, dont on a un petit peu parlé sur la chaîne et qui a été diffusée au moment des fêtes. Elle a sa saison 2 et sa saison 2 n'est pas repoussée. Il y a même eu une bande-annonce qui a été diffusée il y a quelques jours. Alors ils ont quand même annoncé qu'il y avait eu une conséquence liée au Covid, qui était l'annulation d'un épisode centré sur Lord Asriel, donc joué par James McAvoy. Cet épisode n'existera pas. Du coup, la saison 2 n'aura que 7 épisodes au lieu de 8. Et le casting s'est enrichi avec l'arrivée d'Andrew Scott. Donc c'est celui qui joue Moriarty dans Sherlock et qui avait joué notamment dans la dernière saison de Fleabag, un acteur anglais que moi je trouve exceptionnel.
Et c'est un énorme atout et ajout au casting de His Dark Materials. Il jouera le personnage de John Perry. Et il y a également l'actrice qui joue Liana Mormont, qui a rejoint donc le casting de His Dark Materials, qui était franchement une série que je vous conseille. Et quand on regarde certaines productions sorties récemment qui ont eu un énorme coup de projecteur, que ce soit par exemple Umbrella Academy, que ce soit par exemple Cursed, etc., etc., je trouve qu'His Dark Materials leur marche dessus sans aucun respect et avec assez d'aisance. Voilà. À toi, mon cher Bigby. Eh bien, news suivante, c'est Solo. Solo, ce film, certains jugent exceptionnel, d'autres moins. En fait, Ron Howard, donc le réalisateur du film, a dit qu'il n'y aurait pas de suite, tout simplement. C'est un film qui n'aura pas de suite. Il dit que avoir fait ce film a été pour lui une aventure curieuse et étrange, ce qui est compréhensible. Et voilà, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il le dit aujourd'hui, alors qu'il y a eu des rumeurs toute la semaine, rumeurs dont tu vas nous parler, Kerr. Oui, il y a eu des rumeurs autour de Star Wars et donc du personnage de Dark Maul, l'acteur qui l'a interprété dans La Menace Fantôme, Ray Park, et dans un autre film de l'univers Star Wars, dont je tairai le nom. Il a sous-entendu qu'il allait revenir dans des séries sur Disney+, et ça tombe bien, il y a beaucoup de rumeurs autour d'une série sur le personnage de Kira, interprété par Emilia Clarke Daenerys dans Solo. Mais le personnage de Dark Maul pourrait également apparaître dans d'autres séries de Disney+, et notamment on peut l'envisager sur Ahsoka Tano, interprétée par Rosario Dawson. Donc est-ce qu'on aura confirmation rapidement d'une série sur le personnage d'Emilia Clarke dans Solo? On verra. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs. Ok, en tout cas, merci de faire comme ça les bas-fonds d'Hollywood, d'aller traîner dans les clubs un peu sombres comme ça du côté d'Hollywood Boulevard. Merci à toi, mon cher Dans la Kerr. cantina. Dans la cantina c'est là que j'ai eu Star l'info. Wars également. Grâce à tes tickets restaurants en tant qu'employé de l'Étoile Noire. Du coup, on enchaîne tout de suite avec une news sur une série qui peut t'intéresser, mon cher Kerr, The Last of Us, donc une série HBO. Et en fait, donc Craig Mazin, donc qui était une des personnes en charge de la série de Tchernobyl, a répondu à quelques questions sur est-ce que oui ou non il y aurait des changements importants par rapport au jeu. Et il a répondu que attention, il travaillait directement avec Naughty Dog, avec notamment la personne en charge du scénario chez Naughty Dog pour travailler sur la série, et que s'il y avait des changements, ce serait d'une manière à étendre l'univers et non pas à trahir ce qui est déjà été écrit et surtout pas ce que les fans ont aimé dans la série. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura des changements, et deux, qu'ils ont peur des backlash de notre ami Internet. Donc voilà, bon, j'ai envie de dire, de là, c'est pas très étonnant, mais au moins, on peut imaginer que ça veut dire qu'ils ne vont pas nous changer les personnages ou leur inventer un passé qui serait en conflit avec la série, la série de jeux. Mais bref, donc j'ai envie de dire, espérons que ça veut dire que c'est un gage de fidélité au jeu. Deuxième information, il y avait une mystérieuse collaboration entre Jean-Claude Van Damme et Netflix qui avait été annoncée. Alors certains disent Jean-Claude Van Damme peut annoncer comme ça des collaborations mystérieuses avec tout le monde, parce qu'il en a le droit, c'est Jean-Claude Van Damme. Et eh bien, c'est tout simplement, ce sera un film qui sera directement diffusé sur Netflix, et il sera en binôme avec Alban Ivanov, qui est un acteur que je ne connais pas, et ce sera une comédie d'action. Un acteur français, ouais. Oui, et ce sera une comédie d'action. Donc, du coup, j'ai envie de dire, eh bien, si toi aussi tu as envie de voir sans doute de nombreuses personnes capables de faire comme ça des grands écarts, Netflix a ça pour toi. À toi, mon cher Kerr. Alors moi je vais vous parler rapidement de Amazon Prime avec deux petites infos. Il y a une saison 3 de The Boys qui a été commandée, c'est officiel. Avec d'ailleurs, ils ont diffusé un extrait avec une baleine de la saison 2 qui commence le 4 septembre.
Cet extrait m'a mis sur le cul, pour être très honnête. Ensuite, il y a eu des infos également du côté d'Amazon sur un remake de Utopia, célèbre série culte arrêtée trop tôt, que les Américains voulaient faire en remake. C'était David Fincher qui bossait sur le projet pour HBO en 2014. Et ça n'a pas été jusqu'au bout. Et ben Amazon a récupéré le bébé et ça sortira très prochainement, avec notamment dans le casting John Cusack. Donc voilà. Et puis puisque j'ai parlé de Amazon Prime, je vais parler de Netflix également, comme ça pas de jaloux, avec la première bande-annonce de Jurassic World, l'animé pour enfants, donc qui s'appelle La Colo du Crétacé LOL, qui est donc une série animée en 8 épisodes. Et très honnêtement, après avoir vu le trailer, je ne comprends pas grand-chose à ce que veut nous vendre Netflix, puisqu'on a une série animée pour les enfants, mais où les dinosaures sont tous incroyablement hostiles dans la bande-annonce, où on nous recolle encore une fois l'Indominus, alors que quand même, on pourrait, je sais pas moi, apprendre aux enfants des choses sur le T-Rex, sur l'allosaure, sur le Triceratops, et sur des dinosaures qui ont réellement existé, pas besoin de nous mettre au centre du truc un dinosaure inventé par le Hollywood. Pierre, c'est hyper urgent donc, là. Je suis désolé, c'est hyper urgent, je suis désolé de te couper. En fait, quand tu as levé ta jambe, on a vu qu'elle était dénudée. Est-ce que tu peux te lever pour nous assurer que tu n'es pas en caleçon? non, je suis en short. Ouais, mais là, tu Non, m'assures je me pas, lève. je ne le vois pas. Il n'y a que ta Non, parole je suis en et tu short, deviens un vraiment. rouge pivoine quand on parle de ça. Non, je suis en short. Donc, bah oui, mais il fait quand même très chaud, donc heureusement que je suis en short. Voilà pour ma news sur Jurassic World. Et non, j'ai eu une petite news encore, juste pour te dire. Ça fait écho à ce qu'on avait dit dans les semaines précédentes, où on avait parlé d'une série qui était réécrite pour prendre en compte l'actualité. En l'occurrence, c'était Brooklyn Nine-Nine avec le Black Lives Matter. Et j'avais dit que beaucoup de séries avaient annoncé ne pas prendre en compte le Covid dans la suite de leurs aventures. Et cette semaine, deux séries médicales ont annoncé qu'elles allaient intégrer complètement le Covid dans l'intrigue de leur nouvelle saison. C'est Grey's Anatomy et The Resident. Donc voilà. À toi. Alors, ma première news, j'en ai encore trois. La première news, c'est que de plus en plus de personnes, suite à l'épidémie de chaleur en ce moment en France, eh bien, sont en train de faire des vidéos visiblement en slip. La deuxième news est pour réagir sur ta news sur Jurassic Park. Eh bien, en fait, il y a également une annonce d'une autre série animée sur Netflix qui est basée sur l'univers de jeux vidéo Splinter Cell. Et donc, ce sera Netflix Ubisoft et Ubisoft qui vont s'occuper de la production de cette série. Et pour info, c'est Derek Kolstad qui était un des scénaristes de John Wick qui travaille dessus. Donc un dessin animé sans doute pour les plus de 3 ans. On enchaîne avec une dernière news qui est une news près de mon cœur et peut-être certains diront près de ma main. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, en fait, je veux dire que le tournage du Seigneur des Anneaux, la série Amazon, a démarré et que du coup, les premiers infos, un peu rumeurs, un peu leaks, ont démarré. Alors, bouchez-vous les oreilles. Attention, je ne dévoile rien de l'histoire, c'est juste, je vais parler de la présence de 3 personnages qui sont confirmés par le site OneRing.net. Eh bien, je vous laisse quelques instants pour mettre un like, également pour vous abonner, également pour pourquoi pas, mettre un commentaire. C'est bon? Eh bien, du coup, je peux vous le dire, c'est Galadriel, Elrond et Sauron qui seront dans la série, ce qui n'est pas très étonnant parce que comme c'est une série qui est 3000 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, avant que du coup un certain hobbit quitte la comté, eh bien il n'y avait pas beaucoup de personnages qui auraient pu faire liaison. Donc on a un petit peu ceux qui étaient là pour là. Donc moi je suis juste curieux de savoir s'il y aura les mêmes acteurs. Alors vous allez me dire Sauron, c'est pas grave. Mais pour Galadriel et Elrond, j'espère que ce seront les mêmes acteurs.
Et voilà. Après, j'ai envie de dire Kate Blanchett a mal tourné. Hein. Là, c'est une photo de paparazzi de elle en vacances. Elle a visiblement des trips hyper bizarres pour son été. Ça, c'était quand elle faisait la fête à Ibiza. Elle disait mon corps envoie de la lumière en dansant. Donc, Kate Blanchett, en tout cas, j'espère que tu iras mieux et que cette série te remettra un peu devant la scène. Voilà. Salut l'artiste, me dit Oupi. Voilà, à toi, mon cher Kerr. Alors moi j'ai une... Alors déjà je veux bien montrer que c'est un short. Hein, donc on voit bien, c'est un short. C'est bon. Et donc moi du coup je vais vous parler des nominations aux Emmy Awards avec Kerr, est-ce que c'est bien un dry fit ton t-shirt? Parce que je me pose la question. Depuis tout à l'heure, je me demande, tu l'as acheté combien ce t-shirt? Je le dirais pas, oui, c'est un dry fit. Pourquoi ça se voit pas que c'est un dry fit? Je voulais vraiment qu'on soit les premiers sur la news, parce que c'est le nom de la vidéo, hein. C'est une vidéo news. Mais on s'en fout. Alors, les nominations pour les Emmy Awards, sachez que dans la catégorie mini-série, maintenant on le sait, Watchmen c'est une mini-série, on le savait pas pour les Golden Globes, parce qu'il y avait des rumeurs de nanani, saison 2, nanarno, en fait les Golden Globes avaient boudé Watchmen. Et les Emmy Awards n'ont pas boudé Watchmen, qui a récupéré absolument tout ce qu'il pouvait récérer en nomination du côté des mini-séries. Du côté des séries dramatiques, c'est là qu'il y a débat, puisque tu vas être étonné, je pense, par la présence de 2 séries dans les nominés. Alors parmi les nominés, il y a des séries qu'on attendait, comme Better Call Saul, comme Ozark, comme Succession, voilà par exemple. Mais il y a également The Mandalorian, la série Star Wars, qui est nominée dans la catégorie meilleure série dramatique de l'année, et également Stranger Things, la saison 3, qui est également nommée. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est aussi les absents. Et au niveau des absentes, il y a Mr. Robot pour la dernière saison, il y a Homeland pour la dernière saison, qui apparemment est excellente. Il y a, et là où tu vas être un petit peu sur le cul, c'est qu'il y a Euphoria également, qui a été complètement boudée. Et il y a aussi la saison 3 de Westworld. Alors c'est ce que j'ai dit sur Twitter, j'ai énormément aimé la saison 1 de Mandalorian. J'ai trouvé la saison 3 de Stranger Things un peu en dessous, mais toujours très cool, très plaisante à regarder. Mais Westworld, pour moi, est à tous les niveaux au-dessus des 2 séries que je viens de citer. Donc je suis vraiment étonné que Westworld soit encore une fois boudé par les Emmy Awards. Mais c'est la vie. Et je m'en remettrai assez facilement. À toi. Alors, moi, tu m'as un peu perdu à dry fit parce que depuis tout à l'heure, je me demande si dry fit, ça veut dire que tu peux mettre un t-shirt de manière sec ou si c'est un t-shirt qui se lave à 30 degrés. Mais passons. Du coup, je les lave à 30 degrés. Ouais, les lave à 30 degrés. Je sais pas si il le faut, mais en tout cas, c'est le seul programme que je connais et que je maîtrise vraiment. Donc voilà. Bon, ça tombe bien. Après, le truc, c'est que quand on met tu connais la règle, hein, quand on met du dry fit, il faut mettre de l'adoucissant, mais pas trop. Oui, moi, personnellement, je suis plutôt lavande. Quoi? Là, actuellement, c'est, je crois, pêche. Ah. Donc, pour ceux qui se posent la question, sympa, le corps de Kerr a le goût de pêche. Et donc, ça sent plutôt bon. En même temps, c'est étonnant que tu te sens. Du coup, pour revenir sur tes infos, moi je suis juste déçu que Euphoria n'ait pas eu aucune nomination sur la réalisation, parce que je trouve vraiment que cette série était au-dessus de beaucoup d'autres pour la réalisation. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas regardé au détail les nominations. Là, je parle juste de la catégorie reine. Par exemple, Westworld, Thandie Newton a eu une nomination pour son rôle. Il y a d'autres séries qui ont eu des nominations également au niveau des acteurs et du casting. Alors pour la réalisation, on peut imaginer que Euphoria par exemple en a eu, mais la série n'est pas nommée parmi les meilleures séries dramatiques de l'année. Et une autre absente de taille, c'est The Morning Show. Alors on rappelle que la série The Morning Show avait été présente et notamment avait été sacrée aux Golden Globes, pas meilleure série dramatique puisque c'était Succession qui est également là et qui est grande favorite. Mais The Morning Show a complètement squeezé dans cette liste-là. Mais par contre, les acteurs, actrices de The Morning Show sont nommés dans les catégories acteurs-actrices. Voilà. Alors de ce que je vois, puisque visiblement il faut faire le travail pour toi, donc de ce que je vois, il y a bien Zendaya
dans les meilleures actrices en série dramatique. Oui, non, mais je parlais de la catégorie Euphoria. reine. Ah non, mais là, c'est une news comme on n'en fait pas, là. Attention. Du coup, je suis en train de regarder. On est désolé. Hein. Vraiment, on s'excuse. En plus, sans doute que ce sera même pas remonté parce que Kerr va dire ce que je dis. C'est béni, ne touchez pas au montage. Du coup, la réalisation, je la la trouve réelle. pas. Je la trouve Voilà. pas. Bah, voilà, on fait le malin, mais on tombe dans Mais la... c'était pas moi qui préparais cette news, Kerr. Hein. Bah, moi, je l'ai préparé à la perfection. Moi, je devais faire l'intro. Je crois qu'il n'y a même pas réalisation, en fait. C'est meilleur acteur, meilleure actrice, mini-série. Je crois pas qu'il y ait intro de réalisation, en fait. Bref, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une catégorie qu'il faut créer. Ou si elle existe et qu'on l'a pas trouvée. Des bisous à tous. Et la catégorie meilleure news aux Emmy Awards également. Ah, bah on en a 2-3 d'il y a quelques années qui sont pas mal. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, la vidéo était tellement vite qu'on vous a largement laissé le temps de vous abonner, d'aller sur Twitter, de vous abonner à Kerr, d'aller sur Instagram de Cult & Click, d'aller sur Twitter de Cult & Click. Bref, là, franchement, tout ce temps. Et tu as oublié ton Twitter qui est fabuleux. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, tout ça pour en venir à... N'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Il y a de meilleures vidéos. On le s'est promis. Hein. Il y en a vraiment des mieux. Hein. Peut-être pas dans celles qui arrivent, parce que je les ai pas encore tournées, donc je suis pas sûr. Mais vraiment, dans le passé, on en a beaucoup qui sont pas mal. Bref, donc une autre vidéo de presque qualité. À très vite et des bisous. Ciao, ciao.